Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, hier c'était la journée de la femme et nous allons parler de leur reconversion. Pourquoi ne pas choisir la franchise? On va en parler avec Corinne Giquel, elle est spécialiste. Elle a créé d'ailleurs un prix, un métier, une enseigne. Prix créé le 24 février dernier et elle nous en parlera. Le Rex du mois avec Frédéric Fougeral, directeur de la communication d'Emeria. Et on ne parlera pas, non pas de l'image employeur, mais de l'image employé cette fois-ci. Il est avec nous dans quelques instants. Puis le cercle RH, nous aborderons un sujet tabou dans l'entreprise, les addictions au travail, tabac, alcool évidemment, mais aussi les écrans, les addictions aux jeux. On fera le point avec des experts dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, recruté dans le monde d'après, on en parlera avec Nicolas Mirail. Il développe une solution d'acquisition de talents. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui de la franchise, mais la franchise qui est un outil de reconversion pour les femmes, parce que c'est vrai que parfois les femmes ne savent pas qu'il y a possibilité, lorsqu'on est salarié, de pouvoir partir, non pas dans un rachat d'entreprise, mais dans une franchise. On en parle avec Corinne Giquel. Bonjour Corinne. Bonjour. Fondatrice de Reconversion en franchise. Vous êtes déjà venue nous parler de votre passion, parce que vraiment vous transmettez votre passion de la franchise. Je disais, vous avez créé ce prix le 24 février dernier. C'est quoi? C'est pour récompenser des initiatives de femmes qui ont basculé dans la franchise? Non, pas tout à fait. En fin de compte, l'idée, c'est d'aider des femmes, donner un coup de pouce à des femmes qui veulent entreprendre et qui leur manquent un peu de moyens. Elles n'ont pas encore basculé. Elles n'ont pas encore basculé, elles sont proches. Et l'idée, c'est grâce à des partenaires, de leur offrir valeur marchande, des prestations d'accompagnement, de l'étude de marché, par exemple avec Territoire Marketing, Franchise Management, du conseil sur le DIP, c'est un document obligatoire qu'on signe quand on veut rentrer dans une franchise, du plan de financement avec la Banque Pop, des formations avec la MAIF, bref, la Fédération française. Une boîte à outils pour les accompagner. Une boîte à outils avec des partenaires qui vont... là, on est en plein boom. Là, aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait 10 finalistes. Et le 8 avril, à la fin de mon événement... un prix. Un prix. Disons 3 prix. Et de l'argent. Et alors, pas d'argent directement, des prestations équivalentes à une somme. Voilà. Pour les aider à 6 000 euros, c'est ça? Alors, le premier prix, c'est 6 000 euros, l'équivalent de 6 000 euros. Le deuxième, le prix... je crois que ça s'appelle coup de pouce, c'est 3 500 et le troisième prix 2 000. 2 000 euros. Revenons à cette franchise parce que l'idée c'est d'accompagner pour faire cette bascule. On parle souvent de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise, on en parle beaucoup d'ailleurs sur ce plateau. Trop peu, dites-vous, de la franchise. Comment vous l'expliquez ? Alors, à mon avis, il y a un manque de connaissances sur la franchise. On pense souvent que la franchise, c'est du commerce, et c'est pas que du commerce, même si ça se finalise par un point de vente pour vendre des services. Et puis, beaucoup de cadres en reconversion, hommes ou femmes, ils pensent pas à la franchise. Ils se disent, tiens, je vais être DRH indépendant. Et pourtant, il existe maintes réseaux sur différents métiers. Et c'est vrai qu'on pense souvent création d'entreprise dans une reconversion. On pense création, reprise, mais alors la franchise... c'est intéressant. De coach en parle, parce à que mon avis. Vous, Corinne, qui êtes vraiment dans la reconversion, le travail de la franchise, vous avez fait ce sondage avec BVA qui est très intéressant parce que ceux qui sont salariés, par exemple, quand on leur pose la question, ils veulent changer de secteur à 28%, s'orienter vers un nouveau métier et l'apprendre à 24%, et d'ailleurs devenir indépendant. C'est très intéressant. Ça montre quand même qu'il y a un ennui chez beaucoup de collaborateurs qui ont vraiment envie de renverser la table. Oui, tout à fait. Alors, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je crois que c'est 76% d'anciens salariés sont aujourd'hui franchisés. C'est un résultat d'une des enquêtes de la Banque Pop qu'elle fait tous les ans, la Banque Populaire et la Fédération Française de la Franchise. Il faut savoir qu'il y a 66% des femmes qui sont franchisées, qui ont complètement changé de métier. Donc la reconversion, elle est totale. Donc elles ont appris un nouveau métier. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça ce que je trouve génial dans la franchise. Il faut bien choisir le métier avant de choisir l'enseigne. Oui, bien sûr. C'est que hier, vous étiez secrétaire, comptable, garagiste. Demain, vous êtes responsable d'une agence de service à la personne ou dans le travail temporaire ou vous fabriquez des bagels, je ne sais pas. Voilà.
On vous apprend le métier. Corinne, vous, c'est votre métier en mots simples, si vous deviez parler, je dirais, pour mettre des guillemets à des enfants de 6e, ça marche comment quand on décide de changer de métier, de quitter son activité professionnelle, en CDI par exemple, et de se dire, je m'oriente vers un nouveau métier en franchise. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'était mon sujet d'hier, de salarié entrepreneur. Bah oui. Alors, bon, déjà, si on est salarié, il faut soit vous démissionnez, mais je crois qu'il y a des nouvelles garanties, mais là, je ne vais pas m'avancer. Soit quand vous avez décidé de partir, donc vous allez vous retrouver chez Pôle emploi, normalement, avec des indemnités. Et grâce à ces indemnités, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais transformer mon capital je vais transformer mes indemnités en capital. On peut le faire en deux fois. On peut le faire en 2 fois. Tout à fait. Et avec, eh ben, je vais pouvoir me lancer dans une activité. Qui crée un petit capital pour pouvoir investir dans un fonds, Exactement, dans du matériel. ou pour avoir des ressources chaque mois, parce que faut pas oublier, être franchisé, c'est être entrepreneur. Hein. On n'est pas salarié. Donc, il faut bien avoir quelques ressources. Donc, la première chose, c'est ça. Moi, ce que je conseillerais, surtout, les gens n'y pensent pas. Les femmes y pensent plus que les hommes. C'est d'aller voir s'il y a des aides financières. Donc, il y a des aides dans les régions. Par exemple, il y a le réseau Entreprendre, il y a France Active qui fait... Il fonctionne pour les franchises, hein, Corinne, c'est important de le dire. Alors, ça marche dépend pour les des franchises. régions. Ça dépend des régions. Il y a aussi la garantie bancaire pour les femmes. Pour les femmes. France Active. Il y a aussi les prêts d'honneur de, je crois, le réseau Initiative France. Bref, il y a des possibilités en région. Il faut se renseigner. Ça, c'est la deuxième étape. On voit si on a des aides. Et puis ensuite, il faut quand même passer d'un statut de salarié, je parle au sens psychologique, au statut de chef d'entreprise. Oui, c'est pas évident. Et c'est quand même pas évident. Ça, c'est un gros travail. Et c'est marrant ce que vous me dites, parce que j'avais un monsieur un jour qui m'a appelé, qui était PDG d'une grosse boîte et qui gérait plus de 3000 personnes. Et je lui réponds, mais vous n'avez pas besoin d'un coaching avec moi, vous avez géré. Et il me dit, bah justement, je ne sais pas faire, là je vais me retrouver tout seul. Et j'ai pris conscience... Oui, on est seul quand même là, au moment où on prend toutes les décisions, quoi. Donc dès la première, c'est de réfléchir, est-ce que j'ai un profil d'entrepreneur? Est-ce que je suis capable de m'investir D'aller chercher des clients? De vivre des échecs, d'aller chercher des clients. Quel type de relation client j'ai envie? Est-ce que j'ai envie plutôt vendre des produits pour des particuliers ou pour des professionnels? Est-ce que j'ai envie plutôt que la clientèle vienne vers moi, donc un commerçant, ou je vais la chercher parce que je suis plutôt dans le conseil? Donc il y a plein de questions à se poser, puis en parler surtout autour de soi, à sa famille, parce qu'on embarque aussi, il ne faut pas oublier... tout le monde. Famille, on embarque tout le monde. Ça, c'est vrai pour un franchisé, mais c'est vrai pour un entrepreneur. Un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on emmène son entreprise à la maison et on partage avec toute la famille ses galères, mais aussi ses joies de temps en temps, parce que il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs et donc, qui réussissent. Ce que je trouve génial dans la franchise, c'est qu'on apprend un nouveau métier, quel que soit le diplôme. Alors, il est vrai qu'il y a des professions comme dans l'esthétique ou la coiffure, ou la diététique, il faut avoir le diplôme, ou sans ça, vous embauchez quelqu'un qui a le diplôme. Alors, on le prend comme salarié cette fois-ci. Oui. C'est ça l'idée. Un dernier mot quand même sur les franchisés. J'ai vu que ceux qui marchaient bien, même au départ, franchisaient du franchisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils créaient plusieurs structures. Ils n'en avaient pas qu'une. Ça se développe beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast là-dessus et c'était assez j'appelais une serial franchisée. Elle me disait qu'arrivé à un certain niveau de chiffre d'affaires, si vous voulez vous développer, vous n'avez pas le choix. Il faut en créer un autre. Il faut en créer un autre. Et du coup, puisque le franchiseur, lui, c'est la tête pensante, il est en haut de la pyramide, et les franchisés peuvent se développer. Soit il y a deux options, soit ils sont multifranchisés, ça veut dire qu'ils vont développer un point de vente dans la même enseigne, et puis il y a la plurifranchise, et donc là, ils peuvent aller chercher une autre franchise dans un autre secteur. Sur le plan du chiffre d'affaires, quel est le volume? Tout ça se négocie, j'imagine, avec des avocats, tout ça est très sérieux, mais il y a une partie de rétrocession du chiffre d'affaires, il faut quand même le rappeler quand même. Hein. Oui, alors, il ne faut pas voir ça comme une taxe, mais une contribution. Bien sûr. Oui, mais c'est important de le dire. Non, mais c'est effectivement que ça garantit aussi aux franchisés des règles, un process, il y a surtout une marque. Une marque, mais surtout une formation, des process. Là, pendant la crise, ils ont montré avec agilité, les franchiseurs, comment ils accompagnaient les franchisés. Par exemple, j'en parlais hier, certains ont mis en place des nouvelles actions commerciales en ligne auxquelles ils n'auraient jamais pensé avant. Je pense ça donne aussi des idées. Ça donne des idées. Il y a une ingénierie marketing qui est intéressante. Et quand vous êtes sur des métiers hyper techniques, dans le travail temporaire ou autre chose, vous tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. C'est impossible, quoi. Donc la force de la franchise, c'est ce support technique
ou logistique ou marketing qui existe derrière. Un dernier mot avant de nous quitter. Il y a une forte demande aujourd'hui en franchise. Là, on a parlé des femmes qui pouvaient utiliser ce levier et vous dites qu'il est très important. Est-ce que les entreprises aujourd'hui cherchent de plus en plus de franchisés? Est-ce que c'est un modèle qui se développe? Est-ce que les entreprises cherchent à créer de la franchise? Est-ce que le modèle progresse? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont envie de se déployer sur le territoire national, qui peuvent penser à un modèle franchise. Après, il faut répondre à certaines règles, parce que tout le monde peut dire je suis franchiseur, mais non, il faut respecter... C'est quoi les règles? Qu'est-ce qui est imposé à l'entreprise qui va franchiser? Déjà, l'entreprise, il faut qu'elle ait un modèle économique qui fonctionne, qu'elle est en capacité de dupliquer son savoir-faire et de le transmettre à quelqu'un d'autre, et que cette personne en question, elle va en sortir un bénéfice et une rentabilité. Donc, il faut que tout le monde soit gagnant. Voilà. Et c'est ce que j'explique dans le cadre de mon événement en ce moment. En ce moment, c'est important. Je rappelle que l'événement a démarré le 24 et la remise de prix le 8 avril. Alors ça, c'est le concours. Mais ce concours... Mais vous en faites des choses, Corinne. Ah, mais j'arrête pas. Ce concours, il rentre dans un événement qui s'appelle 30 jours. Je dis oui à la franchise. Et pendant 30 jours, ça a démarré hier pour les femmes. Il y a une multitude d'actions en ligne et en présentiel que j'organise pour faire découvrir la franchise et ses métiers. Et vous êtes très présente effectivement sur les réseaux, les webinars, pour faire de la pédagogie, peut-être rassurer des femmes qui vous posent 1000 questions en disant « c'est pas pour moi, j'ose pas ». Voilà, tout à fait. Et puis il y a l'événement Franchise Expo qui ne m'appartient pas, mais qui sera là la semaine dans 15 jours, du 20 au 23 Événement pour lequel, d'ailleurs, je crois que vous étiez venu nous parler sur le plateau de Smart Job. Je crois. Il y a quelques mois maintenant. Corinne Giquel, c'était un vrai plaisir. Merci d'être venue sur le plateau, fondatrice de Reconversion en franchise. Et les femmes, évidemment, ont toute leur place, plus que jamais, dans la franchise. Ce n'est pas réservé aux hommes que de devenir chef d'entreprise franchisé. Tout à fait. Merci Corinne Giquel. On passe au Rex du mois, la suite de notre programme. Et on va accueillir Frédéric Fougera, comme chaque mois. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Vous êtes le directeur de la communication d'Emeria. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu à front renversé, puisqu'on parle beaucoup de marque employeur, on va parler de la marque employée. Je signale quand même, au-delà du prix éminent que vous avez reçu, on ne va pas le dire à chaque fois, mais un prix éminent, votre tribune Focus RH, ne pas laisser une empreinte négative sur votre carrière en quittant un poste, qui fait écho à ce dont on va parler. On parle régulièrement de l'image employeur, mais très très peu de l'image employée, le fameux personal branding. Qu'est-ce qui constitue l'image employée, là ? En fait, l'image employée, c'est votre réputation. C'est votre réputation, on peut même dire aujourd'hui que c'est votre empreinte numérique ou une partie de votre empreinte numérique, ce qui nécessite d'ailleurs de la maîtriser parce que sur le numérique, on peut avoir beaucoup d'informations sur vous. Donc là, on parle du professionnel. Donc, qui êtes-vous dans votre travail et qui êtes-vous dans votre parcours professionnel? Quels ont été vos succès, vos échecs, vos réussites? Il y a vous qui en parlez, il y a d'autres qui peuvent en parler. Et puis, il y a aussi des traces sur le web, volontaires ou involontaires, parce qu'un communiqué de presse vous cite ou une photo sur laquelle vous apparaissez. Donc votre image, image employée, en fait, c'est toute votre réputation, éventuellement celle qui vous précède aussi. Quand vous allez postuler pour un emploi, vous allez adresser un CV, on va peut-être consulter votre profil LinkedIn, mais on va peut-être aussi vous googliser et avoir un certain nombre d'informations qui correspondent à cette image employée. Vous dites peut-être, moi je suis persuadé que finalement tout le monde se googlise. Globalement. C'est de plus en plus le cas. C'est généralement le cas. Il y en a forcément qui passent à travers où on ne trouve pas forcément tout parce que tout n'est pas forcément bien référencé. Vous pouvez avoir une information superbe vous concernant que vous aimeriez voir très haut placée dans les référencements et puis pas de chance, elle n'y est pas. Et puis une information plus délicate, plus sensible que vous préféreriez cacher et qui malheureusement, elle, apparaît très haut. Donc il y a différentes façons d'aborder le sujet. Mais... c'est sensible. Donc un ancien patron, de fait, vous l'évoquez, peut être un prescripteur, en bien ou en mal d'ailleurs. Un ancien patron est un prescripteur potentiel parce que sa parole elle va avoir de l'importance. Si un cabinet de recrutement ou un autre de ses homologues appelle pour savoir ce que vous valez, ce que vous avez fait avec lui, sa parole elle va être très forte. Alors elle va probablement pas déclencher le recrutement. Elle va confirmer des convictions, elle va renforcer des certitudes. Elle quelque chose. Ouais. Voilà, elle va peut-être, mais il y aura quand même toujours en face de vous d'autres candidats. Donc cette parole ne suffira probablement pas à déclencher le recrutement. En revanche, elle peut suffire
à arrêter immédiatement le processus parce qu'une Clairement. parole un peu négative qui va tout d'un coup mettre un doute sur votre candidature, on va vous écarter, on ne va pas perdre de temps à se poser des questions parce qu'on va faire très confiance. C'est la parole de votre ancien patron, de votre ou d'un ancien collaborateur haut dans la hiérarchie. C'est une parole qui va peser et qui va être très crédible. Donc plus crédible que tout ce que vous allez pouvoir prétendre sur votre parcours et votre carrière. Oui, on manque un peu d'objectivité, donc on a besoin d'avoir un regard extérieur pour apporter un regard sur le recruté potentiel. Alors, on manque d'objectivité et puis on est là pour se vendre. On est là pour essayer de remporter un job. On montre le meilleur côté de soi-même. En tout cas, on oublie peut-être de parler de ce qui est moins positif. Mais du coup, la vie extérieure, lui, va donner une vision probablement plus objective et plus intéressante pour le recruteur. Et plus globale. On peut avoir donc un prescripteur, un détracteur. Ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant, ou en tout cas gentleman quand on quitte une entreprise, parce que c'est un sujet, ça aussi. Il faut rester professionnel jusqu'au bout et toujours dans la vie professionnelle. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, mais pourtant ça échappe à certains. Et effectivement, de la même façon que votre ancien employeur peut être un magnifique prescripteur et booster votre carrière finalement par ses recommandations, par les propos qu'il pourra avoir sur votre travail, vos compétences, votre engagement, mais il peut aussi abîmer ou contrarier votre carrière parce que par des informations négatives qu'il pourra donner sur vous, et en principe parce que l'histoire va mal se terminer et au lieu de finir proprement, on finit pas toujours les choses très proprement. Bah alors il peut y avoir il peut y avoir une rancœur, un coup de griffe ou une parole très franche. Peut-être il y aurait eu un peu de retenue si le départ s'était passé dans des conditions correctes et courtoises. Et puis si le départ n'a pas été fait dans des conditions correctes et courtoises, et ben voilà, une parole un peu franche, un peu dure, un peu brute, un petit coup de griffe comme vous dites. Et ça casse tout. Et c'est fatal. C'est fatal et ça c'est peut con. être fatal. Ouais, bien sûr. C'est fatal et c'est con parce qu'il faut se préserver. Il faut penser à l'avenir. La vie elle est assez courte et le monde professionnel il est très petit. Donc de toute façon on est amené à se recroiser, on est amené à rencontrer des gens qui connaissent telle ou telle personne. Donc de toute façon on est un peu encerclé, on est cerné et donc il vaut mieux préserver son image et préserver les relations professionnelles qu'on a pu avoir dans le passé, même quand elles ont pu être tendues, même quand une histoire se termine. Une histoire peut se terminer, mais elle peut se terminer très bien, au minimum proprement, assurément dans la courtoisie et dans le professionnalisme. C'est la phrase de Woody Allen, quand on monte les escaliers pour aller prendre son poste, il faut toujours dire bonjour à celui qui le redescend, puisqu'un jour soi-même on le redescend et on va le recroiser. C'est un peu ça l'histoire aussi. C'est exactement ça. Un petit peu d'élégance et aussi de stratégie, évidemment. C'est quoi les... J'aime beaucoup le mot élégance parce que c'est souvent ce qui manque un peu dans notre société ultra médiatisée. Et l'élégance n'a jamais nui à personne. Et dans le milieu professionnel, c'est plutôt... Je suis d'accord. Les erreurs à éviter, donc, qui corroborent un peu cette situation ou l'attitude d'un collaborateur, c'est quoi? C'est de commencer à dire du mal sur les réseaux, par exemple, puisqu'on en revient en réseau, sur sa direction, sur... Oui, alors les erreurs à éviter, on retrouve souvent les mêmes. Il y a souvent des petites choses un petit peu lâches avant le départ, comme par exemple faire un pot de départ mais ne pas inviter son patron. Mieux vaut l'inviter, peut-être qu'il ne viendra pas si les relations n'étaient pas formidables. Mais il faut l'inviter, c'est vrai. Mais pourquoi le vexer ou le mépriser en ne l'invitant pas? C'est partir en montrant bien qu'on n'a pas salué telle ou telle personne avant de partir. Mais ces personnes-là, vous allez peut-être les retrouver un mois, un an après, sur un salon, sur un événement professionnel. Vous aurez l'air de quoi? Vous allez vous sentir à l'aise? Ou dans la nouvelle boîte où on est rentré. Et éventuellement dans la boîte. Moi, je connais des gens qui ont pu démissionner ou se faire licencier pour aller ailleurs, et puis retrouver un mois, un an après, leur ancien patron qui lui-même a suivi, et du coup vous vous retrouvez là compliqué quand même. De quoi on a l'air? C'est clair. Donc on est plus à l'aise de façon générale si on a été élégant, comme vous le dites, courtois. Par rapport aux réseaux sociaux, quand on coupe les ponts, non, parce que Alors je vous disais ce qu'il faut éviter de faire avant, parce que c'est les petites choses mesquines qui sont parfois faites avant, mais après aussi, si vous avez eu des relations ou un suivi sur les réseaux sociaux, si du jour au lendemain vous coupez tous les ponts, c'est vexant puisque c'est fait pour, mais du coup ça a son impact. Et puis ça peut aussi être perçu comme suspect de la part de gens extérieurs qui vont dire tiens, ces gens-là avaient des liens, puis ils n'en ont plus, tiens, il y a donc un problème. Et s'il y a un problème, on va toujours plutôt facilement l'attribuer au collaborateur qu'à son patron. C'est plus facile de taper entre guillemets sur le faible que sur le fort. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Démarcher des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Donc les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, celles-ci elles vont revenir vers l'entreprise
pour savoir pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui se passe. Elles ne vont pas forcément être très à l'aise de recruter une personne qui est partie dans leurs propres équipes. Évidemment. Si en plus elles se répandent en informations négatives ou critiques, on n'a pas tellement envie de s'associer ce genre de personnage. Donc tout ça, c'est fait en fait pour perdre le collaborateur ou le recruté qui cherche un doublon. Il perd. C'est perdant que pour le collaborateur. Parce que celui... Oui, mais aussi pour l'entreprise qui cherche à le recruter, parce que finalement, il était intéressant. Et peut-être elle ne le prendra pas non passer plus. À côté d'une compétence dont finalement elle va devoir se passer. Juste avant de nous quitter, quelques mots. Image employeur, c'est bien cerné, on en a beaucoup parlé. Image employé, ça se situe comment, comme ça, dans la espèce d'hydre du système? C'est exploité par l'entreprise, on y réfléchit, il y a des accompagnements, parce que là, on évoque des sujets finalement du quotidien, presque de bon sens. Autant la marque employeur est développée, structurée, intellectualisée. Attention, la marque employeur, ça n'existe pas. Je sais bien. La communication employeur. Mais bien sûr. Il n'y a qu'une seule marque de l'entreprise. Je le savais, Frédéric, j'allais me faire tirer les oreilles. Mais la marque employée, globalement, hormis d'en parler d'une manière, je dirais, presque un petit peu intuitive, c'est structuré, il y a quelque chose qui se structure autour de la marque employée? C'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait à plusieurs occasions. Je l'ai fait chez Altran, je l'ai fait chez Elior, je le fais aujourd'hui chez Foncia. On accompagne les collaborateurs. Et quand vous parlez là d'image et de marque employée, on parle essentiellement sur les réseaux sociaux. On accompagne les collaborateurs pour leur donner les astuces, les bonnes pratiques pour se présenter sur les réseaux sociaux, pour présenter leur image. Alors, pour présenter l'entreprise aussi, parce que ce sont des ambassadeurs. Bien sûr. Mais on les attire souvent, et on attire souvent leur attention sur ce sujet par rapport à leur propre image. Il m'est déjà arrivé d'organiser des shootings photos pour permettre aux collaborateurs d'avoir des belles photos sur LinkedIn, des belles photos professionnelles, plutôt qu'une photo un peu fantaisiste et qui finalement ne va pas donner une image très pro, ni de l'entreprise, mais ni de la personne. Le selfie sur la plage, quoi. Et puis voilà, et puis apprendre à bien se présenter, à bien présenter ses sujets, la façon dont on travaille. Et les collaborateurs, ils sont sensibles. Les collaborateurs, évidemment, ils sont ravis. Et pas avec l'intention forcément de quitter l'entreprise, mais parce que c'est valorisant pour la personne. Et ce qui est valorisant pour eux, les intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et puis c'est très valorisant pour l'entreprise, puisque ça montre des belles personnes, sans faire référence à un blog que j'ai lancé il y a quelques temps sur les collaborateurs de Foncia. Blog Belles personnes, je cite des belles personnes. Voilà. Ça montre des belles personnes. Les belles personnes, c'est votre blog. Voilà. Au-delà des tribunes que vous signez dans Focus Eras, justement sur l'empreinte négative lorsqu'on quitte une carrière et les traces que l'on laisse, et notamment, encore une fois, vous l'avez beaucoup évoqué, les traces sur les réseaux sociaux. Inutile de laisser une empreinte négative. C'est-à-dire le texte Facebook, le petit texte qui va rester tout le temps et qui sera remonté en permanence, ça c'est extrêmement dévastateur. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous éclairer et d'avoir. J'ai pris ces petits coups de règle sur les droits, je ne recommencerai pas évidemment. Directeur de la communication d'Emeria, merci de nous avoir rendu visite. On se retrouve dans un mois, si je ne m'abuse. Merci Frédéric, on fait une courte pause. On va s'intéresser à un sujet tabou en entreprise. Tiens, ça va vous intéresser, les addictions. Alors, tabac, alcool, évidemment, les drogues, pas seulement d'ailleurs, les écrans, les jeux à gratter. Ces choses-là, évidemment, sont sensibles, sont tabous, parce que ça fait partie de la vie privée des collaborateurs. Et les choses se sont évidemment aggravées à l'occasion de cette période télétravail, où là, évidemment, personne n'avait la main sur ses collaborateurs. On fait le point juste après dans notre débat avec nos invités. C'est juste après. Le cercle RH, notre débat, et un sujet tabou. On parle des addictions en entreprise. Alors évidemment, il y a celles qui sont les plus communément presque reconnues, acquises, tabac, alcool, drogue évidemment, mais aussi des addictions dont on parle moins, addictions aux écrans, addictions aux jeux, aux achats compulsifs. On va évidemment faire le point. Jusqu'où l'employeur et l'entreprise peut aller, ça c'est un débat de droit. Et puis comment faire pour alerter des collaborateurs, évidemment, sur les risques qu'ils prennent, avec un débat central, l'arrivée du télétravail dans la vie des salariés, 3 jours, 2 jours, full télétravail pendant le Covid, avec des collaborateurs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient chez eux, à leur domicile pour la plupart. On en parle avec mes invités. Jamila El-Beri, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social et droit de la sécurité sociale, puisque évidemment ça touche directement aux questions de sécu, avec des exemples, on en parlera, un routier alcoolisé qui rentre
renverse, qui peut même aller jusqu'à donner la mort avec son camion. Comment ça se passe dans ces cas précis et d'autres cas de figure, évidemment. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Et puis Alexis Péchard est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes fondateur et président du GAE Conseil. Vous êtes venu sur notre plateau parce que vous êtes aussi addictologue. Donc vous faites des consultations avec des salariés qui viennent vous voir. Et d'ailleurs, ces salariés, avant de parler du télétravail et de la difficulté qu'a l'employeur à gérer ces cas, ils viennent vous voir pour quelle typologie d'addiction ? Alors, au préalable, ils sont orientés, c'est à préciser, par leur DRH, par des services prévention, par des services de santé au travail, et en général, principalement pour des problématiques de consommation de produits psychoactifs. Et le premier auquel on pense, c'est l'alcool et le cannabis. Effectivement, c'est les deux premiers produits. C'est ce qui est souvent aussi le plus visible extérieurement. Attendez, qu'on soit clair, un DRH ou un manager voit son collaborateur les yeux explosés, un peu défoncé. Là, globalement, on tire la sonnette. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça peut être effectivement ces troubles sur le plan du comportement, mais bien souvent, ça prend plus de temps. Et on arrive en pompier parce que c'est des histoires qu'on va entendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'on va avoir tendance à couvrir en se disant qu'en parler, notamment à son DRH, ça va être le condamné. Donc on va couvrir, on va faire la place d'eux, on va faire comme si on ne voyait pas. C'est le sujet dont tout le monde parle. Mais à la cafette, d'ailleurs. À la cafette, exactement. Je voudrais signaler, c'est cette bande dessinée, parce que je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais elle raconte tellement de situations de vie dans l'entreprise. La bande dessinée s'appelle Plaisir, dépendance, addiction, et si on en parlait, avec un point d'interrogation. C'était rédigé par vous, donc il y a des dialogues qui sont très subtils, et puis c'est illustré par Magdeleine Dozac de La Martini. Il y a 2 cas de figure incroyables. Il y en a un où c'est cette femme qui fait croire qu'elle a un dîner, c'est une cadre, elle est bien habillée, elle passe à la caisse et c'est tragique puisqu'elle met des bouteilles sur son... Et puis tout d'un coup, elle fait croire qu'elle a un dîner qui vient de tomber, elle retourne au rayon alcool, elle recharge son rayon et le strip qui est suivant, on voit qu'elle est seule, entourée de ses bouteilles, elle est alcoolique. C'est fatal. Et ça, tout le monde le sait en entreprise. On sait que la personne est alcoolique. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et on se dit qu'en parler, finalement, ça va être mettre encore plus en difficulté, c'est pointer du doigt. Et puis, c'est les risques de la sanction et la crainte que la sanction ultime soit le licenciement. Et donc, on se dit qu'en n'abordant pas le sujet, c'est ce qui va protéger le salarié. Alors qu'en fin de compte, c'est à l'effet inverse. Donc, pour revenir à la première question, souvent, c'est vraiment ces produits-là qui sont mis en avant, qui sont mis en exergue et qui va faire qu'on va nous solliciter. Et on se rend compte lors de la première consultation qu'il y a effectivement peut-être ces problématiques-là, mais que bien souvent, on va en découvrir d'autres formes de pratiques addictives, voire des addictions, moins visibles. Et vous citiez effectivement différentes formes de cyberaddiction. Ça peut être du sexe et de la pornographie en ligne, ça peut être des problématiques d'achat compulsif qui sont moins visibles de l'employeur, mais qui vont paris émerger. Sportifs, j'ai vu. Paris sportifs, exactement aussi. Et ça, c'est des choses qui sortent plutôt en consultation. Jamila El-Berri, on va passer en fait entre les cas pratiques, la réalité et la relation à l'entreprise. Qu'est-ce que dit le droit concrètement sur cette question des addictions ? Je citais l'exemple d'un routier. Cet homme s'est arrêté. L'entreprise sait qu'il consomme de l'alcool, ce qui est évidemment interdit, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il fait ses pauses, et puis il a un accident. L'entreprise est responsable ? Ce sont des sujets qui sont assez délicats, comme l'a répété, comme vient de le dire à l'instant Alexis, parce qu'on est quand même à l'intersection et de la vie privée et de la vie professionnelle. Et que donc l'immixtion de l'employeur dans la vie privée est extrêmement délicate. Et il n'y a pas l'ingérence qu'on pourrait présumer et dont on pourrait penser qu'elle permettrait de solutionner une situation de crise. Si on a un salarié qui s'alcoolise au volant, évidemment, il est dans un comportement délictueux. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt la société civile tout entière qui va le condamner, ou du moins le juger dans un premier temps et le condamner ensuite, plus que l'employeur. L'employeur, lui, il est responsable, il est garant de la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais dans la mesure où il connaît les difficultés auxquelles le salarié est exposé. C'est là où ça se complique, puisqu'il y a une enquête, évidemment, autour des collaborateurs, des collègues de travail, qui pourront facilement dire, mais tout le monde savait que Gilles buvait. Oui. Et auquel cas, la balle est renvoyée entre les mains de l'entreprise, qui se retrouve bien embarrassée. Alors, la sanction disciplinaire, elle est basée sur la faute.
il faut que le salarié ait commis une faute. La faute n'est pas tant la consommation d'alcool que la mauvaise exécution du travail ou la mauvaise qualité du travail. C'est ça que l'employeur peut sanctionner. Mais en soi, le comportement qui est relatif à la consommation d'alcool, il faut pouvoir en apporter la preuve. Et c'est là où on est face à la vraie difficulté. Puisque la preuve, surtout sur la consommation de produits, elle s'organise à travers un dispositif normatif qui est très important, et notamment le règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le principe est interdit et les conditions dans lesquelles on peut procéder au dépistage. Et Jamila, j'ai cité le routier exprès parce que le routier, quelque part, je mets des guillemets, mais il est un peu en télétravail toute l'année. C'est-à-dire qu'il est loin de son centre de gravité d'entreprise, il se balade partout en France, en Europe et parfois même dans le monde, donc très loin de son employeur et pourtant rattaché juridiquement par son contrat, mais dans son camion. Le télétravail pose cette problématique. On est relié par un contrat de travail, mais par obligation, on est à son domicile pour effectuer sa tâche. Ce salarié fume 10 pétards par jour. Comment les DRH font? Comment ils le détectent? C'est impossible. Alors, il faut attendre la faute. Ouais. Alors, pas que. Alors, oui, c'est un sujet. Il est tout seul, hein, effectivement, au volant de son camion. Mais je pense à une entreprise qui est typiquement dans ce type de problématique. Alors, ce n'est pas des camions, c'est un autre mode de transport que je ne citerai pas. Mais ils ont, à la prise de poste, ils ont ce qu'ils appellent des gestionnaires de moyens. Et ces personnes-là sont, avant le départ du conducteur, vont voir ce fameux conducteur et peuvent être amenés à se rendre compte qu'ils pourraient. Donc c'est un contrôle avant de monter dans le bus. Ils ne font pas de contrôle, mais ils peuvent se rendre compte que la personne n'est pas dans un état habituel, physiquement, qu'il a un comportement inadapté. Voilà. Donc il y a quand même des personnes avant la montée dans un bus, dans un car ou que sais-je comme véhicule, qui peuvent se rendre compte. Hein. Ils prennent pas un véhicule au milieu de nulle part. Voilà. Donc ces personnes-là, c'est dans des hangars, c'est géré. Voilà. Donc c'est très important d'avoir des procédures à la prise de véhicule, au même titre que on va avoir des personnels, des gestionnaires de flotte automobile. Je pense à des véhicules de service, où dans des entreprises, on va former justement ces gestionnaires de flotte sur le risque routier bien sûr, mais aussi à la détection des problématiques de pratique addictive et à la gestion d'un état inhabituel et à l'identification de ces facteurs de risque. On a démarré l'émission sur les typologies qu'on a évoquées. Là, on est déjà en train de basculer sur votre deuxième casquette, c'est-à-dire le GAE Conseil. Oui. Quand vous avez des entreprises en face de vous qui vous disent « j'ai un certain nombre », et les entreprises le savent, de salariés qui sont soit dans l'addiction du cannabis, soit dans l'alcool, soit dans d'autres drogues. Quel conseil vous leur donnez? Parce qu'elles en ont conscience et elles savent que potentiellement c'est risqué. Alors la première chose, c'est d'en parler. C'est pas rester sur le tabou. Je crois que c'est même le titre. C'est le titre, exactement. C'est même le titre. Effectivement, la première mission pour un employeur, c'est d'en faire un sujet non tabou et de mettre cette thématique de l'addiction au cœur de l'entreprise. On en parle. Et pas simplement comme une problématique qui serait anecdotique et simplement individuelle, mais vraiment en faire un sujet au niveau de l'organisation du travail et qu'on puisse en parler collectivement en dehors de tout tabou. Et donc là, ça va passer vraiment par un phénomène d'acculturation à cette thématique de santé-sécurité. Et donc ça rentre dans la famille, santé-sécurité. C'est vraiment un risque qui va venir majorer tous les risques professionnels. Et donc, il faut construire une politique de prévention avec des actions de communication qui soient adaptées à la culture de l'entreprise et au métier à qui on parle. Et la BD est peut-être un exemple. La BD est passionnante parce que ce sont des dialogues vraiment de la vie quotidienne devant la cafette. Vous évoquez aussi... Ce sont des vrais patients que j'ai pu accompagner. On sent qu'il y a du vécu, évidemment, avec ce collaborateur qui dit non, il ne faut surtout pas en parler, parce que si tu en parles, il va se faire saquer par la DRH. Je ne veux pas prendre ce risque. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Jamila, c'est important quand même de revenir sur le droit, parce qu'à chaque fois, l'employeur, lorsqu'il y a un accident du travail, imaginons un jeune de la tech qui a fumé des pétards sur son lieu de travail, mais qui prend son scooter et qui va avoir un accident grave, très grave. Qui est responsable ? Alors, il faut discerner deux choses. C'est des sujets quand même, ça. Oui. Les parents diront, mais c'est sur son lieu de travail qu'on le laisse consommer. Il faut discerner deux choses, parce qu'on a parlé du secteur des transports de manière générale, parce que c'est un secteur dans lequel la problématique est récurrente. Sécurité des enfants, des adultes. On a un problème d'ailleurs de sûreté publique, plus que de sécurité aussi des personnels. Mais il faut imaginer que cette problématique, elle traverse tous les secteurs d'activité confondus. L'industrie. Absolument, l'industrie, le service, la banque, et avec des modes d'ailleurs de consommation de produits. Les pilotes d'avion, on les oublie. Hein. Oui, il y a eu absolument. Des pilotes sous cocaïne, on se souvient de cette affaire où le pilote avait pris de la cocaïne. Absolument. Et là, la difficulté qui se pose, c'est l'état apparent anormal
et qui ne relève pas du droit finalement. Mais dans mon cas de figure, mon jeune en scooter qui a un accident sur la route, dont on sait qu'il a consommé ce cannabis sur son lieu de travail, comment ça se passe? Qu'est-ce que dit la Sécu sur ce sujet? Alors, c'est extrêmement clair. Ça reste un accident de trajet, on appelle ça comme ça, un accident du travail au cours du trajet. Donc, considéré comme un accident de travail. Considéré en tant que tel. Le droit de la sécurité sociale s'applique. Il y a une présomption d'imputabilité, on appelle ça comme ça, qui fait que lorsque le salarié quitte son lieu de travail vers son domicile, dans le cadre du trajet habituel, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est amené à quitter ce travail, eh bien, ça reste un accident de travail, un accident de trajet au sens de la sécurité sociale. Néanmoins, la faute, vous l'avez qualifiée, vous l'avez identifiée, il y a une faute disciplinaire. Une faute disciplinaire qui est liée à la consommation de stupéfiants et qui, elle, va relever du disciplinaire au besoin par une sanction type licenciement et peut-être même une faute pénale, dans la mesure où la consommation de stupéfiants est interdite. Et là, naturellement, c'est le système pénal qui va se mettre en Alexis, marche. je ne veux pas accabler les entreprises, mais là, j'entends sanction disciplinaire pour le collaborateur qui a consommé sur son lieu de travail un produit stupéfiant, psychotrope, très bien. Mais de l'autre côté, son avocat, ou l'avocat de la famille, si ce garçon est malheureusement disparu, va dire, mais l'entreprise l'a laissé consommer. On est quand même dans un cas compliqué, là. Comment vous vous situez, vous, sur ce sujet? Puis il y a même des collaborateurs qui doivent vous dire dans votre cabinet, moi je suis surmené et je n'ai pas d'autre solution que de prendre des antidépresseurs ou du cannabis ou de la cocaïne. Enfin, vous l'entendez quand même, j'imagine. Alors, on l'entend. Évidemment. Nous, notre réponse, elle va se situer uniquement du côté de la prévention et du conseil. Non, mais je ne veux pas vous embarrasser, Alexis. Mais... Là, il y a quand même un angle juridique dans votre question, donc je laisserai Jamila y répondre. Mais en tout cas, notre réponse, elle va se situer à deux niveaux. À un niveau individuel, face à une problématique, effectivement, on a un collaborateur qui est en difficulté, potentiellement en souffrance au travail, peut-être d'autres origines personnelles, exactement. Et puis, il y a la question du produit ou de l'addiction, quelle qu'elle soit. Donc, on va l'accompagner dans un ensemble. Et quand je dis un ensemble, c'est aussi peut-être de considérer qu'il y a d'autres problématiques induites par l'addiction. Ça peut être une problématique d'ordre social. On parlait d'addiction au jeu. Je pense comme ça à un salarié qui m'était orienté par une problématique d'alcool, un cadre dans le secteur bancaire sur un poste IT, problématique alcool. Et finalement, première consultation, je me rends compte que ce cadre, avec un haut niveau de salaire, vivait dans sa voiture. Pourquoi ? Parce que il était mis à la porte de chez lui. C'était un vendredi matin, je me rappellerai toujours. Et il me dit, à 10h le vendredi, écoutez, lundi, là, je suis convoqué au tribunal parce que je suis expulsé de chez moi, parce que je n'ai pas payé mon loyer depuis bientôt 3 ans. J'ai des grosses problématiques financières qui sont liées, pas uniquement à ma problématique d'alcool, mais principalement à des paris sportifs. Donc, il s'était ruiné avec les paris. Exactement. Et tellement désespéré, s'était mis à boire. Dramatique. La situation, là, l'urgence, c'était le social. Et on a pu tirer ce salarié d'affaires. Pourquoi ? Grâce à l'action... Alors, on était dans un grand groupe du secteur bancaire. Il y avait une action sociale dans cette entreprise qui a pu, en urgence, accompagner, monter un dossier, travailler tout le week-end et accompagner ce salarié au tribunal pour gérer sa dette. Pour gérer la situation. Il s'en est sorti. Il est abstinent, effectivement, depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Mais l'urgence n'était pas celle de l'addiction. Donc, c'est vraiment un accompagnement complet. Ça, c'est le versant individuel. Puis, il y a le versant collectif. S'il y a des problématiques de l'organisation du travail, on va avoir un rôle de conseil. C'est le pot du vendredi où parfois on finit un peu éméché à 20h. Ça, c'est des pratiques. Mais il y a aussi ce qui va être lié vraiment à l'organisation. Dans l'organisation du travail, il peut y avoir des facteurs de risque de développement de certaines pratiques addictives. Alors attention, il n'y a pas que des organisations qui sont maltraitantes ou qui favorisent la consommation. Il ne s'agit pas d'accabler les entreprises. Loin de là. Mais on sait, en revanche, qu'il y a quand même des facteurs de risque. On peut parler de télétravail, on peut parler du travail hybride. On sait effectivement que ce sont des organisations qui, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes plus en fragilité, qui peuvent effectivement favoriser, accentuer le développement de certaines pratiques. Je vous ai vu réagir quand j'évoquais l'idée que j'ai en tête, moi, des exemples très concrets dans mon métier de rédacteur en chef qui me confiaient, sous le sceau du secret évidemment, prendre des médicaments le matin pour venir assumer leur conférence de rédaction. Donc, c'est-à-dire écrasé par la pression. Comment on fait là ? Il doit arrêter son travail, il doit être accompagné, il doit aller voir la DRH. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont sous médicaments. Absolument, il y en a énormément, effectivement. Et c'est une problématique, puisque justement, d'abord, il n'est pas appelé à se confier sur la consommation de médicaments. Et cette consommation de médicaments peut provoquer des effets extérieurs qui peuvent s'apparenter à la consommation d'alcool ou à la consommation de produits. Exactement. Que l'employeur, lui, n'est pas censé savoir, ni connaître, ni même interroger compte tenu des éléments relatifs à la vie privée. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire, sauf s'il le fait avec une certaine bienveillance. Donc effectivement, on est face à une vraie difficulté. Ceci étant... C'est la zone grise, ça. La zone grise. Très compliqué, mais le secret médical. Oui. Et le secret médical. Et c'est légal. Mais c'est légal. C'est un médecin qui l'a prescrit. Oui, voilà. Bon.
Pas forcément, alors ça dépend, mais en tout cas sur la consommation de médicaments, on peut imaginer en tout cas que c'est prescrit. Ce point névralgique que vous soulevez, en réalité, est lié de manière plus globale à l'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire que la consommation de médicaments, c'est une explication, c'est un facteur aggravant d'une situation ou peut-être même l'irritant, c'est-à-dire celui qui va faire émerger la situation de crise et qui va conduire l'employeur à réagir. Mais dans l'absolu, lorsque l'employeur s'interroge sur la situation qui concerne le collaborateur, il doit s'interroger dans un ensemble global. Moi, c'est dans la BD, ça. Moi qui reçois ce secret, est-ce que je dois en conscience aller voir le DRH et dire on est face à quelqu'un qui est obligé de prendre des médicaments pour aller au travail? Ou est-ce que je dis rien? Parce que c'est le débat que vous soulevez dans la BD. Alors là, très clairement... Qu'est-ce que dit l'avocat? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un article 40 assistance à personne en danger. Alors, l'article 40, c'est la dénonciation d'une infraction auprès du procureur de la République. Est-ce que là, plutôt, oui, vous avez raison de vous interroger sur est-ce que oui ou non on assiste une personne qui est potentiellement en situation de danger? Bien là, c'est votre conscience, effectivement, qui va vous conduire à réagir selon le degré de gravité de la situation que vous rencontrez. Si il consomme des médicaments et qu'il verbalise des intentions de suicide, par exemple, il faut réagir assez rapidement. Immédiatement, bien sûr, voilà. Si ce n'était pas le cas. Mais bien sûr, si ça n'est pas le cas, en revanche, là, vous êtes face à une situation en tant que hiérarque d'informer le médecin du travail pour que ce dernier puisse provoquer une convocation auprès de ses services et puis qu'il puisse s'entretenir avec le salarié qui est en souffrance, ou effectivement faire réagir la direction. Faire réagir la direction, ça ne veut pas forcément dire appeler le pouvoir disciplinaire et le mettre en œuvre. Évidemment, c'est ce que vous soulevez. Voilà. C'est-à-dire le sanctionner parce qu'il serait fragile ou faible. Exactement. C'est l'accompagner aussi dans une démarche avant de sanctionner, puisque de manière générale, la sanction n'est validée par les juges que dès lors que l'employeur a bien informé, sensibilisé et formé son collaborateur. Alors d'ailleurs, sur ce point-là, les collaborateurs que vous voyez à la fois en consultation, mais les entreprises, parce que vous avez finalement un pied dans l'intimité, mais aussi vers les entreprises, tout le monde est très conscient de ce sujet ou pas? Parce qu'il faut quand même informer très clairement, avoir un règlement intérieur très précis. Oui, tout à fait. Enfin, parfois, il y a des oublis. Les entreprises ont conscience que cette addiction, elle peut avoir un coût très élevé pour elles? Alors, j'ai pas forcément une vision qui est très représentative, parce que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, nécessairement, elles en ont conscience. Oui, mais elles ont eu un choc. Et si elles sont venues vous voir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Effectivement. Alors, et ce choc, il peut être plus ou moins grave. On parlait d'accident, effectivement. Je pense à un groupe de transport qu'on accompagne suite à un accident. Ça peut être un accident mortel. Ça peut être un choc médiatique aussi, en termes d'image pour des grands groupes, où il n'y a pas eu d'accident, mais la presse va se faire le relais d'un événement caractéristique où un salarié était sous l'emprise d'eux et va révéler un certain nombre d'informations. Et c'est un risque qui est important, le risque médiatique en termes d'image. Vous me dites quelqu'un sous drogue, pour le dire cash, peut péter les plombs et se mettre à raconter des choses hyper secrètes de la banque, de l'entreprise. Oui, là, c'est ça dont vous parlez. Exactement. Voilà. Et vous avez des cas concrets. Exactement. D'accord. Alors, des cas concrets de ce type. J'ai aussi en tête un salarié d'une entreprise fonction achat qui, on se dit, pas de risque, il ne met pas en danger. Non. Mais en fait, le danger, c'est quoi? C'est qu'il a accès à la fonction achat et qu'il a passé une commande, qu'il s'est trompé. En quantité. Et il a mis 10 000 au lieu de 5. Exactement. Alors c'était même un peu plus. Et qu'en face, le fournisseur, mauvaise relation. Alors ils en ont changé probablement après. L'histoire ne le dit pas. Le fournisseur n'a pas voulu. A demandé de payer. Exactement. La commande était passée. C'est une pizza, il en a commandé 10 000. Voilà. Quoi. Je pense à un groupe de presse aussi, un salarié que j'ai accompagné. Alors c'était il y a quelques années, je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Le journal est sorti en kiosque, imprimé à l'envers. Pourquoi? Parce que et on se dit voilà, c'est drôle, mais c'est mignon. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est le fruit d'une addiction. C'est quelqu'un qui c'était quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool et au moment d'envoyer, et l'imprimeur, il a imprimé. C'était un maquettiste et on s'est pas rendu compte que c'était imprimé tout à l'envers. Et c'est sorti en kiosque. C'est un journal pour enfants. Enfin, on se dit, mais voilà. Et en fait, ça fait sourire parce qu'effectivement, on n'est pas dans une histoire dramatique. Mais c'est un coût pour l'entreprise, parce que sortir un journal à l'envers, ça veut dire qu'il n'est pas vendu, ça veut dire que tout est parti. Il va à la poubelle. Cette semaine-là, c'est pas sorti. Il y a peut-être eu, je sais pas, un dédommagement pour les clients, pour les abonnés, parce que c'est un journal surtout sur abonnement, un journal dans la presse jeunesse. Donc voilà. Et puis c'est en termes d'image. Enfin, oui, mais le cas de figure qui est cité sur le journal, parce qu'on a souris, évidemment, ça fait rire, même si l'entreprise a dû payer très cher le coût de la réimpression. Dans ce cas-là, le salarié est sanctionné et licencié. Absolument. Enfin, tout dépend de la démarche que veut engager l'employeur. Ouais. La faute est tellement grave en ce qui le concerne que oui,
elle justifierait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Tout dépend ensuite l'empathie, la bienveillance de la direction qui, oui ou non, a compris que le salarié avait peut-être un problème ou une conduite addictive. Maintenant, si la conduite addictive est jumelée à des mauvaises conditions de travail et que le salarié conteste son licenciement ou conteste il peut le contester en estimant qu'en réalité, elle est liée à des mauvaises conditions de travail, c'est les juges qui apprécieront la façon dont l'employeur a géré ses conduites addictives et a géré de manière générale l'organisation, la bonne organisation horaire du trop travail. tardif, livré à lui-même, seul dans un bureau, sous pression évidemment, parce que les maquettistes sont sous pression en général de sortie. Là, vous avez des chiffres pour qu'on ait un panorama pour terminer. Est-ce qu'on est en augmentation, je dirais, des addictions et du nombre de cas d'addiction, ou est-ce qu'on est sur des chiffres, et si d'ailleurs on a des chiffres, parce que tout ça est très secret, est-ce qu'on a quelques chiffres là, sur ces questions d'addiction? Il y a deux termes, peut-être sur la terminologie. Les addictions, on n'a pas de chiffres extrêmement récents. Les derniers datent de mars 2021. C'est l'accord de santé publique Constance, dans lequel on va retrouver en milieu professionnel un certain nombre de données sur les pratiques addictives des actifs en France, qui sont très intéressantes. En revanche, ce qui augmente et ce qui est vraiment notable, c'est pas tant les addictions que ce qu'on appelle les pratiques addictives. Donc là, pour le coup, ce ne sont pas des personnes qui sont en situation de dépendance, ce sont des personnes qui font usage d'eux. Ça peut être d'un produit ou d'un comportement. Et là, effectivement, la crise sanitaire, c'est pareil, le contexte, rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai pas d'addiction, mais j'ai des pratiques addictives. Ma première pratique addictive, c'est quoi? C'est l'usage du smartphone. Le smartphone, on le sait, et je suis peut-être pas le seul autour de cette table, est un outil numérique, connecté, qui est facteur de risque de développement d'une addiction. On peut en devenir dépendant. Pour autant, le smartphone, je suis capable de m'en passer, je suis capable de ne pas être angoissé si je suis dans un lieu où je ne capte pas. Je peux aller... C'est bien. Voilà, non mais vous avez des personnes qui se sentent mal. Hein, bien sûr. Voilà. Donc ça peut prendre un certain nombre de proportions jusqu'à arriver à un usage pathologique. Donc là, on est dans l'addiction. L'usage, et donc la pratique addictive, c'est un usage qui est non pathologique. D'accord? Donc c'est un usage simple. L'entreprise ne s'en mêle pas dans ce cas-là. Ah si, et c'est ça la prévention. Voilà. Et c'est ça la prévention primaire. Ce qui nous intéresse en entreprise, c'est justement de faire le plus de prévention primaire pour faire prendre conscience et aborder des niveaux de conscience différents pour éventuellement changer des pratiques et des comportements. Et donc vous démarrez par le téléphone. On vous dit combien. Vous avez vu là. Mais chaque semaine, on a la notif, 9 heures par jour, 8 heures par jour, 7 heures par jour. C'est une possibilité. Essayez de descendre un peu. C'est une idée. Ça échappe, je dirais, au débat de droit. Là, c'est un travail mené par l'entreprise de prévention. Alors, ça n'échappe pas au débat du droit, parce que c'est le principe même, c'est la pierre angulaire du dispositif en matière de prévention des risques. C'est l'évaluation des risques. Et parmi ces risques, il y a les conduites addictives ou les pratiques addictives qui peuvent être un facteur de risque dans certaines situations. Donc non, ça n'échappe pas du tout au droit. Au contraire, c'est là même tout l'enjeu de l'employeur que de gérer ce type de situation pour faire de la prévention primaire, comme l'a dit Alexis. Et c'est ça qui est vraiment important. Un dernier mot, Alexis. Oui. Ce qui est vraiment important dans ce que dit Jamila, pour que je puisse compléter, cette notion de prévention primaire est quelque chose qui va faire consensus dans l'entreprise. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une idée de addiction. Qui sont les personnes en difficulté? On pointe du doigt. C'est la première crainte des partenaires sociaux, c'est de se dire on va aller identifier en mettant en place une démarche sous couvert de prévention et on va qui sont les salariés en difficulté, on les identifie, on les sanctionne et on les licencie. Non, c'est pas ça. L'idée de la prévention, c'est de se dire ça concerne tout le monde. 95% des actifs démarche plus douce, des pratiques, et on est en prévention primaire. Et ensuite, on est dans le soin. On n'est plus du tout dans de la prévention à ce moment-là. On est dans de l'accompagnement et on est dans un registre médico-social. Oui, c'est ça, et comportemental. Et puis ensuite, c'est une porte qui s'ouvre vers d'autres sujets plus sérieux et peut-être même plus dangereux pour l'individu. Merci pour ce débat passionnant. Merci à vous. Merci Jamila Elberi, avocate en droit social et droit de la sécurité sociale. Merci de nous avoir éclairés. Et merci à Alexis Péchard, président du GAE Conseil Addictologue. Et je signale cette bande dessinée Plaisir, Dépendance, Addiction. Et si on en parlait, lisez cette BD, je ne sais pas où est-ce qu'on peut se la procurer. Alors, elle a été développée, et je tiens à les remercier, je vais en profiter, c'est un groupe de protection sociale, le groupe AG2R La Mondiale, qui m'a sollicité pour créer cette bande dessinée, et donc elle est déployée pour les collaborateurs d'AG2R La Mondiale, mais également pour tous leurs clients, toutes les entreprises. Donc il y a toute une action de diffusion qui se passe en l'occurrence par eux. Et précisons que beaucoup de mutualistes ont lancé une grande campagne en septembre dernier, pas qu'AG2R, mais beaucoup d'autres. Exactement. Massif, Maïf et plein d'autres, je ne peux pas citer, mais qui ont travaillé justement collectivement à cette question de l'addiction. Vous êtes un des acteurs justement de cette lutte contre les pratiques addictives. J'ai bien noté la différence avec le mot addiction. Ça y est, je progresse. Merci à vous deux. On termine notre émission
émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement. Bah oui, c'est normal, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement, on en parle avec Nicolas Mirail. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Vous êtes vice-président sales, donc des ventes, puisque c'est une entreprise américaine, de iSIMS. iSIMS, exactement. Vous avez vu, je l'ai bien dit, c'est pas si Parfait. simple. 50 collaborateurs ici en France, 1100 aux États-Unis et dans le monde. Éditeur de solutions d'acquisition de talents. Alors ça, c'est votre cœur de métier, mais vous êtes aussi venu nous raconter ce qui se passe entre ceux qui cherchent un emploi et qui ont quelques exigences et les entreprises qui, de toute évidence, en tout cas c'est l'analyse que vous faites, sont pas tout à fait prêtes à accepter toutes ces exigences, c'est-à-dire des jours de télétravail, c'est-à-dire voilà. Comment ça se passe? Ça crée quoi? Des tensions, des frictions? Oui, absolument. On est sur un marché aujourd'hui de véritables tensions entre des exigences des candidats, des futurs collaborateurs, qui, comme vous le disiez, que ce soit des entreprises, on va dire diverses, quelles que soient les industries, exigent du télétravail, exigent de la proximité, c'est d'actualité hein, avec le prix du carburant. Donc beaucoup d'exigences qui ont grandi et des entreprises qui ont potentiellement du mal à s'adapter à ces nouvelles exigences et qui doivent simplement se réinventer. Mais c'est bizarre parce que c'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte ici. Quand les entreprises viennent, on a l'impression que c'est le monde merveilleux, les salariés trouvent chaussures à leurs pieds, l'entreprise est tout à fait souple et flexible. C'est pas ça que vous nous racontez là. C'est plus compliqué que cela en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que le recrutement, on va dire post-Covid, post-pandémie, c'est pourquoi pas recruter avec des QR codes, du WhatsApp, du téléphone, du texto, être finalement quelque chose qui va pouvoir vous donner du travail, mais à la mode Doctolib. On prend un rendez-vous, on a un rendez-vous avec le recruteur, et dans les 10 minutes, potentiellement dans les prochaines heures, avoir son entretien. C'est ça que les candidats attendent. Et est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à ces challenges? La réponse est oui, théoriquement. En réalité, il y a quand même un décalage. Là, l'éditeur de solutions donc d'acquisition de talents, ça marche comment? Parce que l'idée, c'est quoi? Vous êtes dans les secteurs en tension, j'imagine, où les entreprises vous disent, moi, je n'arrive pas à recruter, je ne trouve pas la bonne méthode. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette solution, justement pour... vous parlez même du recrutement équitable, parce que c'est un peu ça l'esprit c'est de trouver que tout le monde soit gagnant-gagnant, finalement, dans le recrutement. Qu'est-ce que votre solution, elle apporte? Alors, la solution, elle va apporter une plateforme de bout en bout. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le marché du recrutement, c'est pas d'arriver avec une solution qui va faire une partie du job, mais c'est vraiment d'accompagner le candidat et ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les recruteurs, les équipes de recrutement, de bout en bas. C'est-à-dire du site carrière, du site où on va finalement trouver l'annonce, jusqu'à finalement la réception du contrat. Et ça, c'est assez rare d'avoir des solutions qui vont vous accompagner tout au bout du process sans pour autant avoir des disparités dans l'approche. Commençons par la première étape. Le service RH s'est doté de votre solution, donc il va avoir accès à l'ensemble des job boards et un panel le plus complet possible d'annonces. C'est bien de ça dont il est question. Il va avoir accès à l'ensemble des postulants de l'ensemble des job boards, comme vous le dites, et puis avoir cette facilité de prise et d'engagement avec les candidats instantanément. Mais alors, attendez, là, vous leur faites faire une petite révolution à vos entreprises, parce que celles qui choisissent la solution, elles sont modernes, mais il y a toutes les autres qui disent, mais je ne vais pas m'amuser à recruter en WhatsApp, en SMS, c'est pas Doctolib, le recrutement, c'est de l'humain, il faut que je puisse les voir. Enfin, c'est finalement le recrutement du XXe siècle. Et certains sont toujours sur ce mode-là. Arnaud, vous mettez le point sur quelque chose de clé, c'est que pendant des années, les entreprises ont considéré le recrutement comme un domaine des RH au global, c'est-à-dire la paye, la performance, le management. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le recrutement, en fait, c'est un vrai tout. Et cet outil qui va nous permettre finalement d'aller de bout en bout, eh ben, c'est pas du bricolage. C'est quelque chose qui doit être complet, qui doit être pris en main, et on doit maintenant faire avec. On ne peut pas faire autrement que de recruter avec justement cette nouvelle technologie. Comment vous recrutez aujourd'hui avec cette nouvelle technologie? Vous ne pouvez pas aller au cinéma en 3 clics. C'est évident que vous le faites. C'est évident que vous commandez en 3 clics. Pourquoi vous ne pourriez pas postuler en 3 clics? Mais donc, il faut surmonter ce que vous évoquez, espèce de blocage. Autant on le fait pour faire un achat, on le fait pour une place de cinéma, pour un voyage. On est capable de le faire et on le fait beaucoup. Autant sur le recrutement, c'est plus compliqué. Donc, il y a aussi quand même des appréhensions ou des murs à faire tomber lorsque vous avez, j'imagine, vos clients qui sont les services RH, j'imagine. Ouais, vous devez l'avoir, ce débat. On a ce niveau d'exigence dont on parlait au début. Et ben, c'est effectivement des murs à faire tomber côté recrutement parce qu'on est dans nos précarés, on a du mal à sortir de notre zone de confort. Or, les candidats, ils avancent. Donc, on doit se mettre au niveau. Et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avant, les entreprises
avaient leur statut et les candidats se mettaient au niveau des entreprises. Et là, on voit une tendance inverse, c'est aux entreprises de se mettre au niveau des exigences du candidat. C'est en ce sens-là que c'est une petite révolution du monde du travail. On a le sentiment quand même que les salariés, doucement, les collaborateurs, les candidats, dans certains secteurs pour le moins, commencent à prendre la main. Exactement. Et ne se laisse plus, je dirais, exiger des choses de l'entreprise, parce que c'est un rapport de force finalement, une relation de recrutement, c'est un face-à-face et un rapport de force. Vous avez le sentiment que le rapport de force s'est inversé ? Oui. On a le sentiment que les candidats, que ce soit qualifiés ou parfois non qualifiés, ont des exigences comme, moi ce que je veux c'est avoir une entreprise qui a une vision, un leadership. Je veux qu'on me fasse confiance. On est loin de ce qu'on appelait la job desk, la fiche de poste, où on vous disait, ça c'est la fiche de poste, prenez-le. Non, aujourd'hui c'est, j'ai besoin d'avoir confiance dans mon manager, j'ai besoin de pouvoir travailler finalement à distance, quand je peux, quand je veux. Et ça, c'est vraiment un rapport de force qui a complètement évolué. Mais le travail à distance, donc, pose problème aux entreprises. Vous nous le confirmez, vous dites, on en parle beaucoup sur les plateaux de télé, on a l'impression que tout ça est entré dans les mœurs. Pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a un code de travail à respecter. Et derrière tout ça, quand on creuse un petit peu, il y a cette notion que je viens d'évoquer à l'instant, la confiance qu'on doit mettre à nos salariés, la confiance qu'on doit leur apporter et qu'ils doivent apporter également aux entreprises. Et ça se construit dans le temps. La suite, comment vous la voyez, puisque la thématique aujourd'hui c'était le monde d'après, mais en fait vous nous décrivez le monde d'aujourd'hui, on n'est pas dans le monde d'après. Votre solution, elle est là, adaptable dans le monde d'aujourd'hui. En fait, le monde d'après, c'est celui-ci, c'est une fluidité vraiment du parcours du candidat et du parcours du recrutement. On est dans une période de transition où les outils sont là, mais on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on a un outil qu'il est bien mis en place et qu'il est bien utilisé. Donc on est dans cette période où on a tout pour réussir. Maintenant, il faut vraiment mettre ça en place. Alors, votre solution est intéressante pour l'accueil, pour faire venir les collaborateurs, pour trouver des solutions les plus fluides, on l'a entendu. Est-ce que vous allez jusqu'à l'offboarding, c'est-à-dire le moment où le collaborateur va partir, qui est une étape décisive, essentielle, il ne faut pas rater ce moment, tant pour l'entreprise que pour le salarié d'ailleurs. Est-ce que ça, vous l'envisagez aussi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de fluidité sur le marché là. Alors, c'est un point qui est important parce que avant qu'il s'en aille, le candidat qui est devenu un employé, il faut en prendre soin. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on... Et pour éviter qu'il s'en aille, d'ailleurs. Absolument. Et c'est ça, c'est clé, parce que ça coûte plus cher, au final, qu'il s'en aille, que si on arrive à le garder. Et ce qu'on a mis récemment sur le marché, c'est des outils de mobilité interne en disant, Arnaud, aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef, journaliste. Demain, vous pourriez être directeur d'une prod. C'est quoi le parcours ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Parce qu'on a confiance en vous. On reparle de la confiance. On pense que vous avez le potentiel de réussir chez nous, encore une fois. Restez chez nous, on va vous donner les moyens de vous accompagner. Et ça, le logiciel travaille sur quoi ? Sur les motivations, sur les soft skills, sur ses diplômes, sur ce qu'il a recensé sur des fiches annuelles, d'entretien annuel ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on va lui donner un outil au collaborateur et pas forcément qu'au manager pour vous dire, voilà, à l'instant T, quelles sont tes compétences, quelles sont les compétences auxquelles tu aspires. Et on va mixer tout ça avec de l'intelligence artificielle, on va lui donner des chemins de carrière. Le candidat qui est un employé va choisir et on va dire aux managers ou aux équipes de recrutement, regardez, vous avez en interne toutes les ressources humaines possibles et inimaginables. Et bien évidemment, ça va aller beaucoup plus vite que d'aller sur le marché du travail extérieur. Alors, Nicolas, avant de nous quitter, on ne leur vend pas du rêve avec cette méthodologie, c'est-à-dire dire aux collaborateurs, écoute, voilà, regarde, tu es là, tu vas pouvoir aller là-bas. Et puis le manager, quand il vous rencontre, il vous dit mais ça marche pas comme ça parce que l'algorithme il est sympathique, mais moi je l'ai tous les jours face à moi. On va essayer d'éviter les biais, mais ce qui est intéressant, vous voyez, vous l'avez ça forcément comme tout le monde. Je pense que ça serait vraiment pas vrai de dire l'opposé. Ce qui est important, c'est donner les outils et de pouvoir dire que c'est possible en fait. Je pense qu'il faut rendre cette notion de possible aux collaborateurs. Parce qu'il n'y a rien de terrible qu'un collaborateur qui est démotivé, qui ne croit pas à ce que vous venez de dire, par exemple. On entend l'idée de réengager par un processus de carrière ou de parcours professionnel. Ça reste quand même encore entre les mains de l'humain. Enfin, je veux dire, c'est important de l'entendre, non ? Oui, bien sûr. Parce que le logiciel, souvent les gens disent la solution, elle ne fait pas tout. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais. Elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout. Et comme on le disait tout à l'heure, l'exigence, elle est humaine. Et l'exigence, c'est aussi la confiance dans son manager. Ça, c'est très important. Sujet ô combien important qu'on traite très régulièrement sur le plateau de Smart Job. Merci Nicolas Mirail, vice-président vente chez iSIMS. Je leur ai donc dit très bien une deuxième fois. Entreprise américaine, 50 collaborateurs, 1100 collaborateurs dans le monde avec cet éditeur de solutions. Merci à vous, merci pour votre fidélité. C'était passionnant. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Lauriane Boué à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, accompagnée aujourd'hui par Pauline Gratel. Merci, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.